Nous nous intéressons à présent à la situation à El Fasher, capitale de l'État du Darfour Nord au Soudan. Cette ville, assiégée depuis plus d'1 an par les forces paramilitaires des FSR, a fini par tomber entre les mains de ces forces de soutien rapide. Et les autorités militaires régulières ont d'ailleurs reconnu leur retrait. Avec nous ce soir, Marc Lavergne, géopolitologue, directeur émérite de recherche au Centre français de recherche, le CNRS. Merci d'être avec nous. Marc Lavergne, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la prise d'El Fasher est si symbolique ? Elle est symbolique d'abord parce qu'El Fasher est la capitale historique du Darfour, qui était un sultanat très important qui contrôlait le commerce avec la Méditerranée, finalement, entre l'Afrique, à travers le Sahel et le Sahara, jusqu'en Égypte. Donc il y a une dimension symbolique très importante. Il y a une dimension pratique aussi, puisque c'était la capitale de cet ensemble du Darfour, qui était divisé en plusieurs provinces d'ailleurs. Mais c'était donc une clé, un nœud de communication entre Khartoum et le Tchad. Et en particulier l'accès pour tous les humanitaires qui voulaient, puisque le Darfour n'en est pas à sa première crise, il y a eu beaucoup de crises auparavant, depuis maintenant presque un demi-siècle, à cause de la famine, la désertification, et maintenant avec cette crise politique, eh bien l'armée tenait là un bastion, en quelque sorte, qui a été abandonné parce que finalement c'était intenable. La ville a plus d'1 million d'habitants aujourd'hui, avec des déplacés tout autour. Et je pense que les gens qui l'ont emporté, c'est-à-dire les forces de soutien rapide, étaient soutenues par des mercenaires colombiens. On parle beaucoup de ces mercenaires aujourd'hui, qui sont véritablement, eux, des professionnels de la guerre et qui ont dû donner les moyens techniques pour s'emparer de la ville. Et on a souvent considéré El Fasher comme étant l'épicentre de la crise humanitaire. Qu'est-ce que ça présage justement pour les populations ? Je pense que ça ne présage évidemment rien de bon, mais d'une autre façon, si le gouvernement soudanais pouvait reprendre El Fasher, il pourrait avoir la liaison avec le Tchad, où sont cantonnées les organisations humanitaires qui n'arrivent plus à passer. Donc la situation va sans doute s'aggraver parce que les forces de soutien rapide qui ont pris le camp militaire, la 6e division, sont totalement incapables de gérer la population. Alors, vous parlez peut-être de reprise, mais les FSR ont revendiqué le contrôle après l'effondrement de la 6e division d'infanterie à El Fasher. Mais qu'est-ce que cela dit de la force réelle, justement, des armées régulières ? Alors, elles sont importantes, mais elles sont toujours stationnées dans des casernes, si vous voulez. Donc, elles sont difficiles à mobiliser. Et puis, elles sont originaires pour la plupart de la vallée du Nil, qui est à plus de 1000 km du Darfour. Donc, elles sont étrangères, en quelque sorte, dans ce territoire qu'elles ne maîtrisent pas. Et puis, c'est un territoire montagneux, rocailleux, désertique, donc pas facile à contrôler. Et il y a des groupes rebelles qui sont installés dans la montagne, dans les grottes, dans la forêt, et qui résistent jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce conflit a commencé, on pense que ce conflit a commencé avec justement la bataille entre 2 généraux pour le pouvoir, mais en fait, on oublie souvent de mentionner qu'avant cette bataille, la population était dans la rue pour réclamer le retour du pouvoir dans les mains de civils. Est-ce que c'est envisageable ? On parle d'une transition démocratique qui a commencé en 2019, qui a duré 2 ans, et l'Occident a promis d'aider les Soudanais à rétablir leur économie, à rétablir un système démocratique, un système politique qui tienne avec des élections libres. Mais finalement, tout le monde a disparu dès qu'il y a eu cet affrontement au sein de l'appareil d'État entre l'armée régulière et le général Omar el-Béchir qui la dirigeait et qui dirigeait le pays, comme l'armée l'a toujours fait depuis l'indépendance en 1956, et ces forces de soutien rapide qui avaient été recrutées par le président qui se méfiait de son armée, parce qu'il était sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, donc il ne pouvait plus circuler, il ne pouvait plus diriger, et il avait peur d'être remplacé par celui qui effectivement l'a remplacé, le général Al-Burhan. Alors, il y a également ce problème de division interne. Alors, il y a quelque temps, dans la capitale kenyane, il y a eu une charte qui a été signée entre les membres du FSR et leurs alliés pour un gouvernement parallèle. Donc ça voudrait dire que le Soudan, finalement, serait encore divisé, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en 2011, le Soudan a déjà été divisé avec la création d'un Soudan du Sud. Donc qu'est-ce que ça dit pour l'avenir du Soudan ?
Oui, alors là, il ne s'agit pas de division géographique, hein. Il s'agit d'une division politique, mais les forces de soutien rapide n'ont absolument aucune compétence de gouvernement. Ce sont des gens qui ont été recrutés parce qu'ils devaient faire le travail que l'armée ne pouvait pas faire, c'est-à-dire massacrer les populations civiles et contrôler le commerce de l'or, qui est la richesse du Darfour, hein, et qui permet de financer aujourd'hui cette guerre du côté des forces de soutien rapide. Donc je pense qu'on n'est plus dans le même cas de figure que celui qu'il y avait entre le Sud-Soudan qui demandait l'autonomie, mais en réalité, le chef des rebelles du Sud-Soudan me disait ça n'est pas la peine, c'est pas l'autonomie qu'on veut, c'est l'égalité. C'est un système qui disait à la française, c'est-à-dire où la religion est en dehors de l'État. Hein, parce que le grand danger, c'est évidemment les frères musulmans qui soutiennent aujourd'hui l'armée. Et donc, les pays africains tout autour du Soudan se méfient de ces frères musulmans. Les gens du Golfe, et en particulier les Émiriens, se méfient eux aussi beaucoup de cette présence des frères musulmans au Soudan. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une réaction des acteurs régionaux ? Oui, je pense qu'il y a une sorte d'inquiétude, hein, bien sûr, parce que l'Arabie saoudite a ses projets sur la mer Rouge, de développement, avec du tourisme, avec une ouverture sur le monde. Et ce qui se passe sur la rive en face est très gênant. Donc je pense qu'il y a une déstabilisation de toute la région qui est assez problématique. Elle existe déjà au Sahel, mais là, il y a les problèmes entre l'Égypte et l'Éthiopie. Le Soudan est au milieu. Il y a des problèmes aussi au Kenya. Enfin, toute cette Afrique équatoriale et cette Afrique orientale est aujourd'hui en voie de déstabilisation. Et donc le Soudan pouvait être un facteur d'équilibre, mais il ne le joue pas du tout. Et il faut qu'il trouve encore aujourd'hui sa stabilité autour de ce gouvernement qui est demandé par la population. Parce que les deux forces qui s'affrontent ne représentent pas du tout la population soudanaise. La situation à suivre, donc évidemment, elle n'est pas terminée. Merci beaucoup Marc Lavergne de nous avoir apporté votre analyse.